Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Global Africa Télé-Sud. Vous êtes dans l'émission Afrofoot, on est très heureux de vous savoir de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous suivre. Et cela, ma foi, nous va droit au cœur. Avec moi aujourd'hui, j'ai des amis et non des moindres. Les amis, vous permettez que je commence par Alison? Bien sûr. Bonsoir Alison et bienvenue dans Afrofoot. Comment ça va? Bonsoir, ça va très bien. C'est que depuis longtemps, on attendait une consultante foot pour venir nous aider à décrypter l'actu foot afro. Et enfin, tu es là. C'est moi. Et en plus, une consultante de qualité. De qualité? Bah oui. Bon, chers téléspectateurs, vous allez découvrir ça dans quelques instants. Mon cher Léo, comment ça va? Malik, comment tu vas? J'ai pas dit Lucas aujourd'hui, t'as vu? Non, c'est bon. Lucas, lui, il est au Maroc, là, il n'a pas notre temps. On lui passe le bonjour d'ailleurs. Ouais, on lui passe le bonjour. Salut Lucas. Et puis, n'oublie pas, envoie-nous de nouvelles capsules. Alors, ça va toi? T'as passé un bon Très week-end? bien, très bien. Bien. Début d'année, tranquille. La Cannes? Ah, ça... En un mot. On va en parler. On va en parler, mais en un mot. Tu dis quoi? Aseptisé, comme tu l'as utilisé en off. Non, mais toi, tu balances. Salut Distel, comment ça va? Très bien, et toi, Malik? Oui, ça va. Mais la RDC est éliminée, ça va quand même? Non, ça va, ça va. On suit. T'as repris depuis? Oui, on a repris. Et on a suivi ces beaux huitièmes de finale. Ces quarts de finale, pardon. Donc là, c'est bien. On est dans le dernier carré là. Exactement. Et d'ailleurs, on va en parler dans cette émission. Il y en a un qui se la ramène autour de la table. J'ai même pas envie de le présenter. Ousmane, ça va? J'ai encore rien dit, ça va tranquille et toi? Naradef? Ça va, Maïfi, merci. Bien, ça va bien. Ça va, tu t'es remis de la défaite de la Côte d'Ivoire? Oh, difficilement. Mais ça va. On a donné ce qu'on pouvait donner. Des erreurs individuelles, ça arrive, c'est le foot. Et c'est pour ça aussi qu'on aime ce sport, n'est-ce pas? Exactement. Fais un coucou justement à tous les lions de la Teranga, là, parce que finalement, tu es le seul représentant des 4 demi-finalistes. Là. Salam alaikum Gaïndé, je vous souhaiter bon courage si c'est un match face à l'Égypte et surtout Indilen Damli. Ça veut dire quoi? Ramener la victoire à la maison. La victoire? Mon Dieu, pourquoi pas? Ça promet ce Afrofoot. Vous dire également que c'est Mustapha ainsi que Romain qui réalisent Afrofoot de ce soir. Les amis, vous avez un sujet chacun, quasiment, excepté Distel. Ça intervient dans le cash chrono. Le cash chrono, justement. Je vais commencer avec toi, mon cher Ousmane. On va parler, une fois n'est pas coutume, hein, n'est-ce pas? Du Sénégal. On va parler du Sénégal, on va parler d'un Sénégal record dans cette Coupe d'Afrique. C'est la 4e fois de son histoire que le Sénégal gagne 4 matchs dans un tournoi, majeur de la CAN. Donc les 3 précédentes fois, le Sénégal a terminé champion en 2021. Qui s'est joué en 2022, finaliste en 2019 et également finaliste en 2002, perdu face au Cameroun. J'ai envie de dire aussi, on critique beaucoup l'aspect offensif du Sénégal, mais c'est la première fois de son histoire que dans un tournoi, le Sénégal marque 11 buts. Donc c'est son record, avec 8 buteurs différents. Aussi, on a vu sur ces 16 derniers matchs de CAN, le Sénégal n'a pas perdu. Donc on reste sur une série depuis la défaite en 2019 face à l'Algérie en finale. Jusqu'à présent, le Sénégal n'a pas encore perdu. Je rappelle, la défaite contre la Côte d'Ivoire, entre guillemets, c'était au tir au but. Donc ça reste sur 16 matchs sans défaite. C'est la 2e meilleure série en Afrique derrière l'Égypte qui en est à 24 entre 2004 et 2017. Donc c'était ça que je voulais mettre un petit peu en avant et surtout voilà, dire qu'il y a beaucoup de critiques envers le Sénégal. Ça parle de poussif, même si Crépin Diatta n'aime pas ce terme-là, mais quand même le Sénégal y va lentement mais sûrement. Mais cela dit, toutes les équipes sont critiquées, hein, qualifiées ou pas, hein, cela dit les amis, hein, en soi. Les supporters sont toujours pas contents jusqu'à ce qu'une de ces équipes soulève le trophée au soir du 18 janvier prochain, on est bien d'accord. Donc c'est tout à fait logique que le Sénégal soit aussi critiqué. Même quand c'est bien. Et on critique parce qu'on aime, je pense. Exactement. Et puis, bien. Châtie bien. Et comme tu l'as dit, effectivement, une élimination au tir au but n'est pas considérée comme une défaite en soi. D'où les chiffres que tu nous donnes. Impression, les amis? Non, je pense que le Sénégal est beaucoup critiqué parce qu'on attend encore plus offensivement.
de cette équipe. Avant même la compétition, si on donnait 3 favoris ou 2 potentiels vainqueurs, je pense que le Sénégal était forcément dans les 2 potentiels vainqueurs. Et là, on a vu que depuis, on laisse les poules de côté parce qu'on dit qu'une fois que la phase de poule est terminée, on arrive dans une autre compétition. Et on a vu effectivement, je comprends pourquoi on utilise le terme poussif, parce que les victoires n'étaient pas claires. Les victoires n'étaient pas sans bavure. Le Sénégal n'a pas dominé des pieds et de la tête. Et c'était toujours d'une petite marge, des 1-0, où on voit aussi que des fois, ça patauge un petit peu ou des remontadas au terrain, ou des remontadas. Donc, effectivement, c'est pour ça qu'on a tendance à critiquer cette équipe du Sénégal, parce que quand on voit l'effectif, pour moi, c'est l'un des plus beaux effectifs de cette CAN qui est au sein du Sénégal. Distel, rapidement. Non. Sur le Sénégal, tes impressions? Clairement, je pense que l'analyse d'Alisson est très bonne. Aujourd'hui, je pense que le Sénégal, ils ont investi localement par rapport à leur effectif, parce qu'elle parlait de l'effectif, et on voit les résultats. Ça fait 10 ans qu'ils ont mis le paquet sur cette politique-là, et aujourd'hui, ça porte ses fruits. Donc, pour moi, il y a de la solidité, il y a aussi il y a beaucoup de talent, et pour en revenir à ça, c'est un des effectifs les plus complets, pour arriver au bout. Donc, dans ce genre de compétition, ce qui est très important, c'est de pouvoir enchaîner des matchs à haute intensité et avec un effectif, un banc surtout. Il faut parler du banc du Sénégal qui peut faire la différence. Donc, ils ont vraiment les atouts pour aller au bout. Quand tu vois Jackson sur le banc, c'est dire aussi la profondeur de cette équipe. Un sentiment là-dessus? Moi, je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, et je pense même que le fait d'être un petit peu, entre guillemets, déçu, c'est quelque chose de positif, parce que si on est déçu, c'est qu'on a des attentes, et si on a des attentes, c'est parce qu'on connaît le potentiel de cette équipe. Et comme l'ont dit Distel et Alisson, c'est effectivement l'un des effectifs les plus complets de la compétition, des plus complets d'Afrique. Donc c'est normal, je pense qu'on ait des attentes vis-à-vis d'eux. Donc tu as vu, Ousmane, tout le monde est d'accord avec toi. Je suis même d'accord avec eux. Léo, je te redonne la parole, parce que toi, tu veux nous parler justement de l'arbitrage de cette Coupe d'Afrique des Nations, 35e édition du nom. Ouais, parce que je trouve ça dommage que l'arbitrage ait pris une place aussi prépondérante dans la compétition. On en parle beaucoup trop à mon avis. Ça, quitte à même éclipser le terrain, ce qui est vraiment dommage. Le problème, c'est qu'on est obligé d'en parler parce que ça fait partie du package. Il y a beaucoup de choses qui ont progressé sur le continent africain en termes de football. On en a parlé à plusieurs reprises ici, les infrastructures, les moyens mis en place, la formation. Mais c'est vrai que l'arbitrage, c'est un sujet qui revient régulièrement. Et pas seulement sur le terrain, mais aussi en dehors, avec des désignations d'arbitres tardives, des polémiques venues des différentes sélections, des images qu'on n'aime pas forcément voir, comme les joueurs algériens et leurs déclarations après la rencontre face au Nigeria. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Donc il va falloir que tout le monde travaille là-dessus, à la fois faire de la sensibilisation, selon moi, pour les joueurs, pour les coachs, peut-être essayer de relâcher un petit peu la chose, aussi pour les organisateurs, puisque je pense que tout le monde a une part de, entre guillemets, responsabilité. Je pensais également à la VAR qui était en panne en phase de poule pour la rencontre le Congo et le Bénin. Pour une compétition de cette stature, je pense que c'est pas très... J'utilise le mot professionnel parce que j'ai un autre mot, mais je n'arrive pas à le trouver là. Mais je pense que c'est quelque chose sur laquelle il y a encore un axe d'amélioration et qu'il va falloir travailler pour le futur pour rendre la compétition encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. D'ailleurs, est-ce que vous avez des infos là? Il y a une question qui me vient comme ça. Est-ce qu'il y a la Gold Line technologie dans cette CAN? Non. Pas. Parce que je crois qu'il y avait je ne sais plus c'était quel match, à force de voir les matchs, les amis. Le ballon qui a été enlevé par un défenseur sur la ligne ou pas d'ailleurs. Algérie-Nigeria. C'était Algérie-Nigeria. Justement, c'était Ben Sebaini, je crois que c'était Ben Sebaini, justement, merci. Moi, je ne sais pas, l'arbitre, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il a la montre qu'il faut pour dire s'il y a but ou pas? Je n'ai pas senti une présence d'une montre en mode Gold Line technologie. A priori, on n'a pas les infos. Il n'y en a pas, et déjà la VAR, quand elle commence à être défectueuse, donc ça sera très compliqué d'aller dans un autre step. Et moi, j'ai envie de dire, je vais faire un comparatif un petit peu. Tu sais, l'arbitrage, c'est un petit peu comme le sel dans la cuisine.
C'est-à-dire que quand on en parle, c'est pas bon. Soit il y en a moins ou bien il y en a plus. Donc là, actuellement, quand on voit que sur toutes les lèvres, il y a ces polémiques d'arbitrage, de désignation d'arbitres et tout, c'est pas bon signe pour un tournoi majeur qui commence à prendre une autre direction. Franchement, pour moi, c'est une mauvaise chose, c'est une mauvaise publicité pour la CAF. Et j'ai l'impression qu'ils en font plus pour s'empirer et ça va de mal en pis. Et c'est vraiment désolant. Le football africain ne mérite pas ce type d'arbitrage. Donc pour vous, grosso modo, Alisson, l'arbitrage, tu le situes comment? Tu l'analyses comment? C'est quoi tes observations? Je trouve que pendant cette CAN, l'arbitrage a été très moyen. Effectivement, on en a parlé on vient d'en parler. Au niveau des hors-jeux, qui ne sont pas forcément checkés, au niveau des buts aussi, où la VAR n'est pas forcément tout le temps utilisée. Je pense par exemple à Maroc-Tanzanie, où la VAR n'a même pas été checkée. Là, pour le coup, après, comme je dis, c'est à l'appréciation de l'arbitre. Que l'arbitre siffle ou pas, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, je pense qu'il est essentiel d'utiliser un outil comme la VAR quand il est à disposition. Donc je pense que les petites fautes comme ça, pour l'ampleur que prend la CAN aujourd'hui, ne doivent plus exister. Distel, l'arbitrage? Pour moi... T'aimes pas trop parler d'arbitrage en fait. Hein. Toi, l'ancien joueur. Oui, parce que c'est souvent, on va dire, signe de faiblesse. Après une défaite, l'arbitre a pas. Mauvais perdant. Non, moi, j'étais pas mauvais. Non, je dis qu'en fait. Ok, oui, bien sûr. Ça peut être interprété comme. Moi, j'ai vu la conférence de presse de Riyad Mahrez à la fin. Il était un peu déçu. Il parlait de l'arbitre, mais il voulait pas en parler. Donc, pour moi, tant qu'il y a du jeu, il y a des adversaires, il y a un arbitre, il y aura toujours des erreurs. Et il faut plus de formation pour que les arbitres ils minimisent leurs erreurs. Exactement. Merci. À noter également que dans quelques instants, dans cet afro-foot, on va se poser la question dans le foot à plat. Est-ce que le Maroc, finalement, est injouable à domicile? Et également, on va évoquer les demi-finales à venir, hein, Sénégal, Égypte et Maroc, Nigeria. Restez donc connectés sur Global Africa Télé Sud, afro-foot. Alisson, toi, tu as décidé de nous parler de la réalisation des matchs lors de cette CAN 2025. Ouais, je trouve qu'au niveau visuel, donc tout ce qui est réalisation et surtout télévisuel, le rendu qu'on a, je trouve que c'est top. On retrouve les codes des grandes compétitions, on a les travelling dans les tribunes et on retrouve les supporters, les holas, etc. On a aussi les drones avec cette vue des stades qu'on peut retrouver par exemple en Ligue des Champions ou pendant des mondiales. Donc globalement, tout ça, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que je pense qu'aujourd'hui, la CAN est clairement une compétition majeure. On l'a vu au niveau de la dernière CAN, c'est passé devant la Copa América en termes d'audience, donc de téléspectateurs, donc de matchs vus. Et je pense que dans les années à venir, avec ces améliorations, donc au niveau visuel, si on s'améliore aussi au niveau de l'arbitrage, je pense qu'on peut aller chatouiller, et là je suis très très optimiste, vous allez me dire, aller chatouiller cette Coupe du Monde avant, la CAN. C'était regarder... Ah, la Coupe du Monde, même pas l'Euro. Hein. Ah non, la Coupe du Monde, clairement. Toi, tu fais un grand bond là, allez, bim. Je fais directement le grand saut. Pourquoi je fais directement le grand saut? Parce qu'avant, la CAN, c'était regardé par uniquement les locaux et la diaspora. Or, aujourd'hui, et on l'a vu sur cette CAN, ça s'internationalise. Ça veut dire qu'on a, par exemple, nos confrères de beIN Sport USA qui rediffusent aussi, par exemple, les matchs. On a aujourd'hui un truc bête, hein, vous allez me dire c'est bête, mais on ne l'avait pas vu avant, les internationaux d'origine africaine qui sont venus assister à cette CAN, Kylian Mbappé, Aurélien Chouamini, pour ne citer que. On a aussi des stars qui étaient là en tribune. Donc, en fait, cette vitrine-là, c'est une vitrine mondiale. C'est pour ça que je saute directement l'Euro. C'est une vitrine totalement mondiale. Et avec cette réalisation, quand on regarde la CAN et on se dit, mais c'est bien filmé, les plans sont beaux, waouh, les stades sont beaux en Afrique, parce que là, pour le coup, c'est la CAN, c'est uniquement africain. Ah, j'ai envie de regarder, j'ai envie de voir ce que ça donne, j'ai envie de regarder la prochaine qui fera encore plus grand. Donc, pour moi, c'est une vraie réussite et je pense que ça met vraiment la CAN à sa place au niveau mondial. Il y a aussi le fait que le Maroc en soit à proximité aussi de l'Europe. Tout à fait, ça facilite aussi. Une donnée, et ça prépare la Coupe du Monde aussi. Ça prépare la Coupe du Monde, effectivement. Mais moi, ma petite déception, c'est que maintenant, vu que ça va passer à 4 ans, est-ce que la hype, elle ne va pas tomber à partir de 2028 ?
De toute façon, on va faire une émission là-dessus, parce qu'on n'est quasiment tous pas d'accord, excepté peut-être Léo, qui est partant pour que... Parce qu'il ressemble à Infantino, c'est pour ça. Non, mais il a des arguments solides. Il a des arguments solides. On va évoquer le sujet peut-être... Ça, c'était petit. Peut-être après la CAN, naturellement. J'aimerais bien. Tout de suite et maintenant, Foot Panorama. Foot Panorama, chers amis, je ne sais pas si vous avez regardé, entendu ou même lu le message de Samuel Eto'o dans les vestiaires des Lions Indomptables après l'élimination face au Maroc. Donc Samuel Eto'o a encouragé donc, ses joueurs à rester unis, fiers malgré la défaite face au Maroc. Il a dit, en vous voyant triste, j'ai les larmes aux yeux, la prochaine CAN, on vient pour la gagner, on va prendre notre revanche. Son message, dans l'idée, c'est transformer la déception en motivation afin de revenir encore plus fort. Ça vous évoque quoi, justement, cette intervention de Samuel Eto'o, mon cher Ousmane? Moi, ce que j'ai plus apprécié dans son discours, c'est qu'il les a prévenus en leur disant « Ne faites rien ou ne dites rien que vous allez regretter », en insinuant un petit peu l'arbitrage. Donc, il leur a dit « Vous êtes déçus et tout, donc n'allez pas vers les médias et dire des choses que vous pourrez regretter. » Déjà, ça, c'est quelque chose qui permet aux joueurs d'avoir conscience de ce qui vient de se passer, mais aussi d'avoir la grandeur de travailler pour revenir encore plus fort. Et moi, je dis bravo à David Pagou surtout, parce que ce n'était pas simple de produire ce qu'il a produit avec ce Cameroun. Et en plus, avec ce discours de Samuel Eto'o, on a l'impression qu'il va continuer dans ça et que peut-être, voilà, ils vont aller chercher aussi d'autres joueurs qui vont apparaître de nulle part, un petit peu comme Christian Kofané, mais aussi de faire venir certains binationaux pour donner encore un peu plus d'élan à cette équipe camerounaise, parce que si on rajoute un petit peu plus de qualité avec cette discipline qu'il y a, et surtout le fait d'avoir écarté entre guillemets certaines figures de cette équipe, montre quand même que le Cameroun peut aller loin lors de la prochaine Coupe d'Afrique. Tu parles de discipline, David Pagou, en fils de militaire, soit dit en passant. Distel, ton sentiment en lien avec le message de Samuel Eto'o fils? Non, pour moi, c'est un très bon discours. C'est un discours positif et protecteur, bien sûr. Après, il a affiché les ambitions, à dire que la prochaine édition, ils viennent pour la gagner. Donc c'est bien parce que la fédération a créé un groupe jeune et on sent vraiment qu'il y a une volonté de s'appuyer sur ces jeunes-là et de créer une nouvelle histoire pour le Cameroun. C'est vraiment ça le message. Et il est vrai qu'on a vu beaucoup d'anciens joueurs comme Alexandre Song, Rigobert Song soutenir cette équipe. Et puis il y a eu tout l'engouement de la diaspora à travers le monde. Donc il avait besoin de recréer cette nouvelle énergie pour maintenant mettre en place sa stratégie et avancer avec le Cameroun. Ouais, on a l'impression que le véritable mandat de Samuel Eto'o, il commence là maintenant. Exactement. Véritablement, parce que là, c'est vrai que c'est lui qui avait choisi Rigobert Song aussi, malgré tout. Mais là, j'ai l'impression que là, il commence à véritablement avoir la bonne tenue qu'il faut pour emmener à bien cette équipe du Cameroun. Alison, ton sentiment en lien avec ce message de Samuel Eto'o? Je pense que Samuel Eto'o s'est calmé. Je pense que Samuel Eto'o, il faut dire les choses. Il est moins omniprésent, il est moins omnipotent, et là, il reste à sa place de président, il ne prend plus la place d'entraîneur, ou il ne se prend plus pour un ex-joueur. Et ça, je pense que c'est positif. Et pour lui, son travail de président, et pour sa sélection, pour travailler plus sainement. Il y a un ménage aussi qui a été fait au sein de cette sélection camerounaise. On a l'impression que c'est un petit peu plus apaisé. En tout cas, le groupe est beaucoup plus apaisé. On a écarté, par exemple, des joueurs comme Onana, le gardien. Et son message est positif. Et donc là, ça montre qu'il faut travailler, parce que je le rappelle, quand le sélectionneur arrive à la tête du Cameroun, c'est parce que l'ancien a été limogé suite à l'élimination pour la non-qualification en Coupe du Monde. Donc on a 3 semaines et demie entre le départ du nouvel entraîneur et cette CAN à peu près. Donc il n'y a pas énormément de travail qui a pu se faire, mais on voit quand même que le Cameroun a retrouvé, ou en tout cas des balbutiements de sa super et de cette équipe aux 5 étoiles comme affiché sur le maillot. Donc, en gros, le message de Samuel Eto'o, je le trouve très positif, je le trouve très serein,
ce qu'il n'était pas de ces dernières années. Et je trouve qu'il dit à ses joueurs, les gars, c'est pas grave, là, on n'était pas tout à fait prêts, mais on peut travailler, et on peut travailler sereinement pour aller accrocher potentiellement plus tard une Coupe du Monde et revenir plus fort pour la prochaine CAN. Léo, justement, Alisson évoquait les écartés. Anguissa, il était blessé, donc je ne sais pas s'il serait venu ou pas. Mais on va dire Onana, par exemple. Est-ce que tu penses que les écartés seront appelés? Tu n'es pas à l'intérieur, je sais bien, mais avec la lecture que tu fais avant cette CAN, le discours de Samuel Eto'o, aujourd'hui, quelle lecture tu peux faire Moi, des écartés? Personnellement, pour toutes les raisons qui ont été évoquées, je pense effectivement qu'on ouvre peut-être le chapitre 2 de l'ère Eto'o avec la sélection camerounaise. Parce que, comme Alisson l'a rappelé, il y a un contexte qui a été difficile, puisque changer d'entraîneur à 3 semaines et demie d'une compétition comme la Coupe d'Afrique, c'est un défi avant tout. Et que les performances sur le terrain ont donné raison à cette prise de risque, parce que ça a été quand même une équipe intéressante de ce tournoi. Ils sont sortis avec les honneurs face à l'un des grands favoris. Il y a un sélectionneur qui s'est révélé aussi. Moi, j'ai beaucoup apprécié David Pagou. D'aucuns s'amusent à dire sur les réseaux qu'il ira entraîner le Real Madrid bientôt. Non, mais moi, j'ai beaucoup aimé son discours. Il transpire l'apaisement. Il est clair dans ce qu'il demande, dans ce qu'il veut. J'ai beaucoup apprécié. Et on a parlé du discours de Samuel Eto'o après la défaite face au Maroc. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est la lettre qu'il a envoyée à la fédération marocaine pour remercier le Maroc pour son accueil, pour l'organisation, pour les infrastructures, tout ce qui a été mis en place autour de la compétition. Et j'ai trouvé ça aussi très classe. Parce qu'on a souvent souligné le fait que Samuel Eto'o, effectivement, il pouvait se laisser déborder par son ego, se reposer par ce qu'il a réalisé au cours de sa carrière de joueur. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a un nouveau statut et qu'il est dans l'obligation, de par ce statut, de s'en montrer digne et de montrer l'exemple à la jeunesse camerounaise qui incarne aujourd'hui la sélection, parce que il a lui-même, c'est un argument d'autorité, Samuel Eto'o, au Cameroun, et pour ce qu'il a réalisé dans le monde du foot. Donc, il est obligé de montrer et de se montrer à la hauteur de ses nouvelles fonctions. Toujours dans le foot panorama, les amis, Brahim Diaz, vous le connaissez, un buteur de cette CAN, 5 buts consécutifs donc, lors de cette CAN, et c'est pas encore fini. Hein. Il a encore potentiellement 2 matchs encore pour scorer. L'attaquant du Real Madrid a maintenant marqué dans 50 matchs d'affilée. Dans 5 matchs, d'affilée, j'ai écrit 50, dans 5 matchs d'affilée, lors de cette CAN, prolongeant ainsi son record de buts sur une seule sélection, les amis. Ça vous évoque quoi? Il joue quasiment pas au Real Madrid, disons-nous les choses. Et là, il explose comme ça en pleine CAN. C'est pas une compétition facile non plus. Rapidement, pas tout le monde, hein. Qui se sent à même de pouvoir intervenir. Oui, Ousmane. De toute façon, c'est un joueur que je connais parce que je suis bien le Real Madrid. Déjà marqué sur 5 matchs d'affilée, ça montre sa constance depuis qu'il est dans cette sélection marocaine. Je pense que c'est le deuxième joueur à atteindre le plus vite possible la barre des 10 ou 20 buts. Je ne sais même plus c'était quel chiffre exactement. Mais ça montre l'impact qu'il a et surtout au niveau de son jeu. Des fois, il est placé sur le côté, des fois, il réplique au cœur du jeu. Il a marqué beaucoup de buts différents. Sur des actions de renard de surface ou des actions qu'il se crée tout seul, ou même des pénaltys qu'il provoque parce qu'il joue des 2 pieds. Pour le moment, c'est l'atout majeur du Maroc. Les adversaires ont du mal à le museler parce que même quand le Maroc gagne 1-0, c'est lui qui marque. Donc ça montre clairement la dimension qu'il a prise au sein de cette sélection et c'est de bon augure pour la suite avec la sélection marocaine. Et quid de son retour au Real Madrid? Petite parenthèse, Léo, tu penses quoi? C'est vrai qu'il change de club il vit une saison compliquée. Ça parle de prolongation même pour lui. Je pense que ça va le servir, sa compétition, puisque avant le début, il avait joué un total d'à peu près 5 matchs complets en termes de minutes. Là, aujourd'hui, c'est le leader, c'est le dynamiteur de son équipe, à la fois le leader offensif, mais aussi le leader technique. Il marque beaucoup, c'est le premier joueur marocain à inscrire 5 buts au cours d'une même Coupe d'Afrique. Forcément, si en plus le Maroc va jusqu'à gagner la compétition, ça va le servir. Ça va faire réfléchir le Real Madrid. Surtout qu'il y a des choix à faire au sein de l'équipe, donc ça va l'aider. On va parler argent, les amis, cette fois-ci. Dotation record, le vainqueur de cette CAN, vous imaginez combien il touchera à peu près?
C'est 10 en ou dollars, 11 millions de dollars, non? 10 millions de dollars, le vainqueur de cette CAN. Hein, on espère que ce sera le Sénégal. Bien sûr. Hein Bien sûr. Le finaliste, 4 millions. Ça chute. Hein. On passe de 10 à 4, autant gagner. Hein. N'est-ce pas, Distel? Exactement. Et les demi-finalistes, 2,5 millions de dollars. Hein, franchement, autant aller toucher les 10 millions. Après, moi, je les prends, les 2 millions. Ah, pour Afro-Foot, tu partages. Hein. C'est moi, je les prends, les 2 millions. Surtout que le Congo, ils sont éliminés en 8e, donc ils ont pris combien? Ah, ça, il faut demander à Distel. Je ne sais pas. Ah, tu sais pas? Mais néanmoins, de toute façon, ces sommes, bon, c'est vrai que c'est une récompense par rapport à la compétition, mais ça permet aussi au développement des pays. En toute logique, hein, ça devrait permettre justement au développement. Oui, exactement. Voilà. C'est fait pour. Il faut récompenser les joueurs, le staff, bien évidemment, et penser à développer son pays, les infrastructures, les équipes de jeunes, c'est très important. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la CAN tous les 2 ans. Voilà, bon argument. Boum. Inao Oulaï, vous connaissez les amis? Le jeune né en 2006 en Côte d'Ivoire, milieu de terrain ivoirien, il évolue du côté de Trabzonspor en Turquie. Il est formé à l'académie Jean-Marc Guillou. Il a débuté en pro avec le Sporting Club de Bastia il n'y a pas très longtemps. Hein. Il a rejoint donc la Turquie en seulement 2025. Il s'y distingue rapidement donc avec un but élu but du mois en Super League turque, international ivoirien donc. Il participe à cette CAN pour la première fois. Il a 19 ans. Il incarne très certainement l'avenir de ce milieu de terrain de la Côte d'Ivoire. Et moi, j'ai même l'impression qu'il va aller même au-delà même de cette sélection ivoirienne, hein, s'il continue son travail et que la chance aussi l'encadre, parce que dans ce type de profil, de carrière, la chance aussi est importante. Hein. Cher Distel, c'était plus ou moins ton poste, non? Oui, milieu de terrain, c'était mon poste. Tu le sens comment? Pour moi, il a un potentiel énorme et une marge de progression extraordinaire, et c'est bien parce qu'il monte vraiment crescendo dans sa carrière, et cette CAN a permis de mettre son talent en avant. Maintenant, à lui de confirmer. Mais je pense que c'est bien parce qu'il rentre maintenant dans cette nouvelle génération d'Ivoiriens, cette jeunesse, et il a de l'avenir avec l'équipe nationale. Donc on va le suivre, on va le voir, mais en tout cas, il a vraiment fait très bonne impression. Et il a faim, hein. Ouais, il est motivé. À l'image de ses pleurs hein, lors de l'élimination face à l'Égypte, c'est des signes qui ne trompent pas. Hein. Audience mondiale, sinon qui veut réagir? Moi, c'est oui. Non, je disais juste aussi qu'il a de la maturité aussi dans son jeu, alors que c'est un très jeune joueur qui connaît le milieu professionnel depuis très peu de temps. Donc, et ça montre aussi que maintenant, les joueurs, arrivés à 17-18 ans, ils sont prêts. Ils sont prêts et ils sont plus que prêts. Donc moi, je trouve que s'il reste constant, concentré, on le reverra dans des beaux clubs. Je rebondis juste sur ce qu'a dit Alisson. Les joueurs formés en Afrique, ils sont prêts à venir jouer direct quand ils viennent en Europe. On l'a vu avec... pour moi, c'est le joueur qui me fait beaucoup plus d'impression dans cette équipe ivoirienne, même si beaucoup parlent de Yann Diomandé. Mais pour moi, c'est la maturité qu'il dégage. Surtout passer devant des joueurs comme Seko Fofana, jeu titulaire devant eux. C'est pas Jean-Michel Seri, c'est pas donné à tout le monde. Et comme à l'image de Christian Kofané, c'est un joueur qui, bien formé en Afrique, vient et est déjà productif sur le continent européen. Donc, d'autant, avant, on voyait beaucoup plus les joueurs passer par la case réserve, mais maintenant, ça met beaucoup plus en valeur la formation africaine. Et à ce rythme-là, moi, je le vois vraiment dans un club du top 5. Il a manifesté quelques intentions. Hein. Il a fait les yeux doux, si j'ose dire, au Paris Saint-Germain. Affaire à suivre. On profite pour saluer notre ami Stéphane Desenclos du quotidien du sport.fr, il comprendra. Audience mondiale historique, les amis. La CAN 2025 a été diffusée dans plus de 180 territoires. Alisson en parlait, avec de nouveaux marchés comme le Japon, la Corée du Sud ou même le Mexique. Ça vous évoque quoi? Est-ce qu'on est parti pour une continuité ou c'est une espèce de one-shot comme ça? Non, très clairement, je pense que c'est quelque chose de très bien pour la compétition. Tout à l'heure, on a parlé de la réalisation télévisuelle. Je pense vraiment que cette CAN marque un tournant dans l'organisation, dans la manière de percevoir la compétition, dans tout ce qui a été mis autour et tous les moyens qui ont été mis en place afin de développer la compétition. Je pense qu'on est vraiment à un tournant.
Et c'est très bien que ça s'ouvre sur les marchés américains, asiatiques, indiens aussi, parce que c'est un grand bassin de population. Mais c'est pas seulement de la télé, il y a aussi la radio qui reprend la CAN de plus en plus. Donc c'est très bien et ça montre que c'est en plein essor ces dernières années. Dommage qu'on passe de 2 à 4 ans. C'est ça. Vraiment dommage. En plein boom comme ça, les audiences... Non, moi, je suis tout à fait d'accord. Et c'est là aussi où je veux rebondir. Je pense que ça sera un one-shot ou peut-être un essoufflement ou une perte d'engouement quand la compétition sera espacée. Et là, je pense que c'est là où ils ont tort d'espacer la compétition. On n'est pas sur une Coupe du Monde où là, le format est en place, on sait que c'est carré. Et encore, on est en train de revoir le format même de la Coupe du Monde avec beaucoup plus d'équipes qui ont accès. La CAN, on sait que c'est tous les 2 ans. Donc là, pourquoi changer? Ça fonctionne économiquement, c'est en plein bourg pour acquérir d'autres marchés. Et télévisuellement, là, on est sur des audiences records. Donc pourquoi arrêter quelque chose qui fonctionne? Et puis, il faut dire une chose, hein. Pour ceux qui se déplacent sur place, les populations locales, bah oui. Ça leur fait tellement de bien. On va même laisser le côté argent, machin, tout ça, mais sur place, ça leur fait tellement de bien. C'est un boom, pardon. Ça leur apporte quelque chose d'apaisant, très excitant. Quand bien même ils perdent, on les voit quand même heureux. Il y a une forme d'excitation. Ça leur permet tout simplement de vivre. Et même au-delà de ça, on peut, en Afrique, on a quand même plus de 50 pays, donc on peut se permettre 54, de l'organiser, exactement, de l'organiser tous les 2 ans. Je veux dire, là, le Maroc a montré qu'au niveau des infrastructures, ils sont prêts. Et il y a d'autres pays d'Afrique, je pense, qui vont emboîter le pas au Maroc pour montrer qu'eux aussi sont prêts et pour faire rayonner l'Afrique. Et je trouve que cette CAN-là aussi, c'est un rayonnement mondial pour l'Afrique. Et je trouve que le Maroc le fait extrêmement bien. Pourquoi arrêter cet essor? Pourquoi casser cet élan de croissance? Moi, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Parce que tout fonctionne. Généralement, on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Et là, ils sont en train de nous faire un truc où ils veulent changer quelque chose. Ouais, mais tous les 4 ans, mais tous les 2 ans, mais en hiver, mais en été, mais peut-être la Coupe du Monde et pas la Coupe du Monde. Mais finalement, qu'est-ce qu'on veut avec la... Allez, soyez fâchés. Non, mais c'est vrai. Ils veulent changer ou ils CAN? subissent véritablement un dictat de la FIFA. Ah, c'est vrai. Apparemment, c'est bien ça. Hein. Bah, c'est sur injonction aussi de la FIFA, tout simplement. Mais totalement. C'est quelque chose qui se trame déjà depuis autour de 2021. Il ne faut pas que la CAN prenne trop d'ampleur, sinon c'est pas marrant. Voilà. Ah bah En oui. plus, la réalité africaine, elle est différente de celle européenne ou sud-américaine. Tu ne Totalement. peux pas nous ramener une Nations League en Afrique, ça ne va pas marcher pareil. Et puis c'est un manque à gagner hein, pour des médias comme Bien sûr. Match 360. Après, C'est clair. Pour des médias comme nous autres, effectivement, on aura quoi comme sujet justement pour faire nos émissions? On se revoit tous les 4 ans. Oui, on se verra tous les 4 ans, pourquoi pas, avec la Et même barbe. le brassage culturel, hein, parce que moi je vois par exemple, il y a des artistes sénégalais qui sont là-bas, qui font des concerts au Maroc. Parce qu'il y a, oui, il y a énormément de Sénégalais là-bas, à Tanger, comme je disais au début, quand on parlait de la Coupe d'Afrique, le fait que le Sénégal ait terminé premier de son groupe, ça a fait qu'ils sont restés à Tanger du premier match jusqu'à cette demi-finale. C'est un atout, hein, Voilà, ça compte. Hein. C'est un atout majeur. Donc l'Égypte n'a qu'à bien se tenir. Le Maroc, justement, les amis, hein, est-ce qu'il est injouable? On va se poser la question dans le foot à plat. Les amis, est-ce que vous savez depuis combien d'années le Maroc n'a pas perdu de match officiel sur ses terres? 3 ans. Depuis combien? Non, beaucoup plus. Depuis très longtemps, depuis 2009, novembre 2009, face au Cameroun. C'est vous dire, c'est vous dire. Donc dans cette CAN organisée par le Maroc, la dynamique est impressionnante. Hein. Victoire face aux Comores, nul contre le Mali, 3-0 face à la Zambie. C'est ça, hein, ouais. Contre le Cameroun, 2-0, donc 2-0 en quart de finale. Donc l'équipe solide quand même, hein, les amis. On a beau dire, avec les potentielles erreurs d'arbitrage, arbitrage maison, comme certains le disent, mais il n'empêche que le Maroc avance quand même, porté par un public. Mais malgré tout, il y a une question qui demeure. Le Maroc domine tactiquement, mentalement, ou il est tout simplement fort uniquement quand il est à la maison? Est-ce qu'il est injouable quand il est à la maison? Or, il se trouve que cette CAN se joue à domicile. Donc, vous suivez un peu mon regard.
je suis en train de vous poser la question. Les si finalement, ce Maroc-là, il n'est pas parti tout simplement pour gagner sa propre CAN. Parce que bien avant cette compétition, le Maroc, je vous l'ai dit, est quasiment invaincu sur ses terres. Les statistiques montrent clairement 38 matchs d'affilée sans défaite à domicile avec 33 victoires, 5 matchs nuls. Bah, si on continue dans ce sillage-là, ils vont finir champions d'Afrique. Mais il faut faire attention. Parce que ça fait longtemps qu'on dit ça, mais ils enchaînent. Oui, ils enchaînent, mais là, on est arrivé véritablement à des matchs couperés. C'est-à-dire à partir des demi-finales ou de la finale, il peut y avoir un fait de jeu, il peut y avoir une équipe quand même plus forte parce que là, tu rencontres véritablement les équipes à ton niveau. Il y a eu des alertes face à la Tanzanie. Mais par exemple, ce qui s'est passé face à la Tanzanie, si le Maroc reprend le même match face au Nigeria, il ne passe pas en demi-finale. Donc, il y a véritablement 2 ou 3 équipes qui peuvent les titiller et qui sont actuellement dans ce dernier carré. Donc, il reste 2 matchs, on verra les 2 matchs. C'est ce qu'on disait du Cameroun. Hein. C'est ce qu'on disait du Cameroun. Oui. Que le Cameroun est certainement l'équipe qui pouvait battre, mais surtout éliminer le Maroc. Ouais, ça part d'un peu plus loin quand même, le Cameroun. Alisson. Ouais, mais justement, on parlait du Cameroun dans l'esprit de résilience. Tu sais, le Cameroun, à chaque fois, il renaissent et tout ça. Moi, malheureusement, je ne suis pas impressionnée par cette équipe du Maroc dans le jeu. Mais souvent, les vainqueurs des CAN n'impressionnent pas toujours. Alors, je suis tout à fait d'accord, mais sauf que là, il y a quand même des trous d'air au Maroc. Les entames de match, par exemple, on voit que 5, 10, 15 minutes, le Maroc a du mal à rentrer dans les premières minutes de match. On reprend, par exemple, le match contre la Tanzanie. Si la Tanzanie est un petit peu plus réaliste, ça fait 2-0 dans les 20 premières minutes, si je ne m'abuse, pour la Tanzanie. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas été réalistes. On connaît la suite. Donc effectivement, je pense que c'est une belle équipe, c'est un beau collectif, le Maroc. Mais il y a des mais quand même. Je trouve qu'en défense, c'est plus aussi solide qu'il y a quelques années, ce qui faisait la force du Maroc. Même au dernier mondial, quand ils ont fait demi-finaliste, c'était quasiment injouable défensivement. Même avec énormément de blessés, c'était très dur de les déborder en défense. Et là, je ne retrouve pas cette solidité défensive dans cette équipe marocaine. Et il y a une autre clé. Si on muselle Brahim Diaz, c'est plus le même Maroc. Donc je pense que là, la clé pour le Nigeria, ça sera de museler Brahim Diaz et d'être réaliste devant. Et comme ça, ça peut passer. Je ne les trouve pas injouables. Moi, cette équipe marocaine, je trouve que c'est une belle équipe, c'est un beau collectif, mais je ne les trouve pas injouables. Et surtout, je ne trouve pas qu'il y ait une sérénité débordante au Maroc. Même pendant le match d'ouverture, on a vu que ça se jouait un petit peu timoré, ça avait un petit peu peur. Ça, c'est la pression, c'est un peu normal. Je comprends, c'est la pression. Mais je veux dire que quand chez nous, quand chez toi, tu es injouable, tu as quand même cet ascendant psychologique en se disant on est à la maison, c'est notre CAN, on a les statistiques qui passent pour nous, ça va. Et quand les résultats sont là, malgré tout? Bah oui, non, mais les résultats sont là. Et quand tu regardes bien Alisson, tu regardes bien Regragui, c'est un peu le Deschamps marocain, pragmatisme. Le beau jeu, il a bien compris que bien jouer et se faire sortir. Moi, j'ai regardé cette CAN, par exemple. Hein, la Côte d'Ivoire a mieux joué que ses précédents matchs, même durant les éliminatoires. Elle vient de se faire sortir. Mais ils ne sont pas injouables. Mais justement, est-ce que bien jouer, ça suffit dans ce type de compétition? Moi, je pense que c'est ce pragmatisme-là que Regragui est en train de mettre en place. L'objectif, le but final, j'ai envie de dire, c'est de gagner cette CAN. Point barre, disent-elles. Bien sûr, comme tu l'as dit, c'est l'efficacité qui compte dans ces compétitions. Et aujourd'hui, le Nigeria, pour moi, tant sur le côté physique que sur le côté technique, sur le côté groupe, ils sont bien armés et à tout moment, ils peuvent marquer avec Osimhen, le duo Osimhen et Lookman. Ils ont cette capacité-là. Et je ne l'ai pas vu dans beaucoup d'équipes dans cette CAN. Et surtout, arriver au dernier carré, c'est un atout majeur. Donc, pour moi, le Maroc, oui, un peu comme la Côte d'Ivoire, d'être galvanisé par son public, le 12e homme, ça joue énormément dans ces compétitions. Mais il est vrai qu'on a vu le Nigeria dans ses précédents matchs, qu'ils arrivent entre guillemets, à s'adapter à l'adversaire qu'ils ont devant eux. Et c'est là où ils sont très dangereux. Donc, Osimhen, on sait qu'il est en pleine bourre. Lookman, ils peuvent marquer à tout moment. Ndidi au milieu de terrain, c'est solide, c'est costaud. Ndidi est suspendu, je pense. Hein.
Ah, Ousmane. Il a pris un jaune, je crois, non? Didi, il est Et il suspendu. s'est fait mal aussi. Je crois qu'il est suspendu. Ouais, mais il avait repris l'entraînement, oui. Mais Iwobi surtout. On sent vraiment, il est posé, il apporte de la sérénité, avec accord devant. Non, ils ont des atouts. Pour moi, je pense que ça va être très difficile pour le Maroc. Injouable Maroc, mon cher Léo? Non, parce que si on prend la définition du mot injouable, c'est qu'on pourrait pas, il y aurait pas de foot. On leur donne directement le trophée. Nous, on aime grossir le trait. Bien sûr, surtout toi, Malik. Non, mais moi, je pense qu'il y a deux biais à analyser dans ta question. Tout ce qui a été dit ici, effectivement, sur le papier, le Maroc peut paraître être une équipe injouable, de par la qualité d'effectifs, de par son classement FIFA, de par la dynamique, de par la série en cours, le fait qu'ils aient encaissé qu'un but pendant la CAN, qu'ils aient le public derrière eux, effectivement. Et d'ailleurs, je pense qu'avant la compétition, tu demandes à 1000 suiveurs du football africain de donner son tiercé de favori, les 1000 vont te mettre le Maroc dans le tiercé, et c'est totalement logique, on l'a tous fait. Maintenant, il y a aussi la réalité du terrain. Tu as fait un parallèle intéressant entre le Maroc de Walid Regragui et l'équipe de France de Didier Deschamps. Si on se souvient, la dernière victoire française, donc en 2018, en Russie, je pense que ce qui était montré sur le terrain en termes, par exemple, défensifs, puisque c'est un des principaux points de difficulté de cette sélection marocaine, moi j'ai souvenir d'une équipe de France qui était vraiment injouable. On se souvient du match notamment de la demi-finale contre la Belgique. C'était un festival défensif comme dans une compétition on en a rarement vu. On avait vraiment l'impression qu'ils pouvaient tout se passer et qu'ils ne prendraient jamais un but. Moi, c'est vraiment pas l'impression que j'ai avec cette sélection marocaine. Je pense par exemple que Massina est un bon joueur, mais peut-être pas un joueur sur lequel tu peux te reposer pour gagner une compétition. C'est vrai qu'il a fait une faute sur le Zambien qui n'a pas été sifflé. Hein. Il a fait plusieurs mêmes erreurs d'appréciation, je pense, depuis le début de la CAN. Et je pense qu'il y a un point aussi qu'on a évoqué, Alisson en a parlé il y a quelques instants, c'est le fait qu'il y a une Brahim Diaz dépendance. Aujourd'hui, si Brahim Diaz est muselé, qui est-ce qui va provoquer quelque chose dans cette équipe du Maroc? Qui est-ce qui va décontenancer la défense adverse? Qui est-ce qui va marquer? On se pose des questions, surtout que tu as des leaders, par exemple Achraf Hakimi, on sent qu'il n'est pas à 100%, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, il y a des questions sur cette équipe et je pense que le Nigeria a plus que les armes nécessaires pour les renverser. Tout le monde est d'accord? Ouais, surtout que le Maroc, ils ont montré beaucoup de largesse défensive. Et, ils n'ont encaissé qu'un seul but. Ils ont encaissé un seul but, mais ils ont concédé beaucoup trop d'occasions. N'eût été la maladresse de leurs adversaires, ils auraient plus que 2 buts. Là, on est face à une équipe du Nigeria, meilleure attaque du tournoi, déjà à 14 buts. Ils sont à 2 buts du record de la Côte d'Ivoire de 2008. Donc, à ce rythme-là, ils vont battre ce record-là et personne ne peut les empêcher véritablement de marquer. Et aussi quelque chose, je pense, qui est intéressant, et tout le respect aux sélections qu'ils ont affrontées, mais ils n'ont pas affronté de gros calibre avant le Cameroun. Et même le match d'ouverture contre les Comores qui ont fait une compétition très difficile, qui ont fait un match d'ouverture décevant, ils ont réussi à les mettre en danger. Donc voilà, là la compétition, elle a commencé en quart. Ils ont franchi le premier écueil qui était le Cameroun, qui les ont mis en difficulté, mais ils ont réussi à tenir. Je pense que le Nigeria sera une autre paire de manches. Mais cela dit, ils se sont plus que mis au niveau du Cameroun. Ils ont dominé quand même cette équipe camerounaise, les amis. Donc c'est dire aussi que le Maroc, une fois qu'il a en face de lui un adversaire supposément de qualité, comme peut être le Nigeria aujourd'hui, le Sénégal ou même l'Égypte, à ce moment-là, le Maroc sera capable d'élever son niveau de jeu. C'est ça aussi, hein, l'adversité, cette résilience qu'ils ont à se retrouver avec autant de victoires sur leur sol. Moi, je pense qu'il faut faire attention aussi à ça. Ils savent élever leur niveau de jeu, malgré tout. C'est peut-être plus difficile pour le Maroc de jouer face à des équipes supposées petites, plutôt que de se retrouver face au Nigeria, au Sénégal, ou voire face à l'Égypte. Distel, qu'est-ce que tu en penses? Bien sûr, non, les chiffres ne mentent pas. Ils ont les stats pour eux, bien sûr. Ça, Au bout d'un moment, c'est pas le hasard. Ça, c'est vrai. Maintenant, on est vraiment dans une compétition et on est en demi-finale.
Donc, en gros, ça passe ou ça casse. Après, ça n'enlève en rien leur solidité, parce qu'ils ne sont pas là par hasard. Et je pense que c'est vraiment maintenant l'état de forme des équipes à ce moment clé de la compétition qui va faire la différence. Et aujourd'hui, quand moi je regarde personnellement de mon œil les armes qu'ont le Nigeria, ils sont plus armés. Maintenant, le Maroc, comme j'ai dit, il a son public, il a aussi cet effectif, parce qu'ils ont une solidité d'effectif, hein, on parle de Diaz, mais ils ont vraiment un collectif qui peut leur permettre aussi je te donne un exemple, d'aller en prolongation, de s'arracher, de gagner, d'aller au pénalty. Donc c'est tout ça qui joue dans cette compétition. Donc ça va être vraiment intéressant. On arrive dans quelques instants, on va faire les pronostics, les amis. Vous allez être obligés de vous mouiller, ça arrive dans quelques instants. Pour l'heure, on va aller dans le face au débat, on va parler justement des demi-finales qui arrivent, Sénégal, Égypte, Maroc, Nigeria. Et c'est dans face au débat. Les amis, face au débat, on va aller cacher, on sait tout ce qui s'est passé. On a suivi les différentes séries, le feuilleton de la CAN, c'est quasiment fini. Dimanche prochain déjà, c'est la finale. On est un peu triste quand même, les amis, non? Très triste. Très triste. Match 360. Allez-y sur le média, porté justement par notre ami Surtout Ousmane. On fait vivre Kassé. la CAN parce qu'on a un correspondant qui est là-bas. Beaucoup de travail, je vois. Ouh là là, beaucoup de travail. Tous les matchs, réactions et tout ça. Bravo. Give Me Sport, vous parlez beaucoup de la CAN ou pas? On en parle effectivement aussi pour les personnes de langue anglaise. Donc on essaye aussi de parler de cette belle compétition à l'étranger. Et puis aussi, allez-y, regardez effectivement 100% foot de notre ami Stéphane Desenclos. Et puis encore une fois, on fait un coucou à Lucas qui est notre envoyé spécial du côté du Maroc. Alors les amis, demi-finale, ça arrive déjà ce mercredi. Sénégal-Égypte, force et faiblesse. Je vous écoute. Alison. Alors, la force du Sénégal, je pense que c'est ses atouts offensifs, indéniablement, son milieu de terrain, et que ça s'est joué au football. Je pense que la force de l'Égypte, c'est que c'est un bloc. Ça défend en Égypte et ça sait souffrir en Égypte. Et le deuxième point fort de l'Égypte, c'est que c'est réaliste. Ça veut dire qu'ils défendent, ils peuvent souffrir et ça explose. Et puis, ça marque le 1-0, ça cadenasse, merci, au revoir. Les Ivoiriens le savent. Voilà. Ils le savent mieux que personne, je pense. Donc, je vois, moi, cette demi-finale très fermée. Je la vois même peut-être aller en prolongation et que ça se joue à un détail, à un 1-0 d'un côté ou comme de l'autre. Mais je ne sais pas si je dois donner mon pronostic maintenant. Non, après. Après? Oui. Je le garde pour après. Distel, Sénégal, Égypte. Gros choc. Force et faiblesse pour toi? Pour moi, l'Égypte, elle a un très gros collectif, elle a de l'expérience. C'est l'équipe la plus capée en Coupe d'Afrique. Maintenant, le Sénégal, avec son banc, sa profondeur, ça va être vraiment un gros match tactique. Et il y aura un duel dans le duel entre Sadio Mané et puis Mo Salah aussi. Donc, ouais, ça promet. Franchement, ça promet. Et je pense qu'on ne va pas avoir beaucoup de buts, mais on va avoir il y aura beaucoup d'intensité. Pour toi? Ouais. Et si ça marque vite, tu as vu face à la Côte d'Ivoire, le fait que le but arrive assez tôt, la Côte d'Ivoire a été obligée de sortir. Il y a eu le deuxième et ensuite, au final, 3-2. Ça peut aller. Si ça marque vite, qui sait? Ouais. Ousmane, tu veux la parole ou après? Salut, c'est pour toi. Non, effectivement, comme ça a été dit, moi je ne pense pas que ce sera un match explosif en termes de jeu, qui aura beaucoup d'intensité, beaucoup de duels. Personnellement, je suis un petit peu. Je pense que le Sénégal en a encore beaucoup sous le pied. Ils ont un potentiel, on en a parlé, on le sait tous. Je pense que ils peuvent passer la seconde maintenant. Il va falloir d'ailleurs, parce que là on monte d'un cran, il n'y a plus d'équipes chanceuses en demi-finale. Pour autant, je pense que l'Égypte, c'est une équipe dont il faut saluer les qualités et les performances répétées
compétition après compétition, parce que c'est une équipe qui a un style de jeu quand même bien à elle, qui répond toujours présente, même s'ils ont des sélectionneurs qui ne sont pas forcément les meilleurs tout le temps, même s'ils ont un effectif qui est peut-être plus limité que d'autres grandes nations. Ils répondent toujours présents au rendez-vous et c'est vrai que ça va être un match. C'est difficile de donner un. Ils ont une ossature en fait en club. Bah, c'est ça. On le retrouve avec 2 apports majeurs. Tu prends Salah, tu prends Marmouche, ça fait la différence effectivement. Ousmane? Équilibré. Les équipes se sont affrontées 5 fois en Coupe d'Afrique, 2 victoires de chaque côté. La dernière fois, c'était la finale de la Coupe d'Afrique 2021 au Cameroun. On a vu le match que ça a pondu et ces 2 équipes-là sont actuellement dans le même sillage que comme c'était en 2022. Le Sénégal a un petit ascendant psychologique normal avec cette finale gagnée, mais également cette élimination pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Mais attention, cette équipe égyptienne sait gagner un match avec 20% de possession, avec le réalisme qu'ils ont. Donc pour moi, ça sera un match un petit peu cadenassé. Tout dépendra déjà de l'état de forme des leaders de ces équipes-là. Parce qu'il faut le dire, devant Marmouche et Salah, ils ont cette efficacité, mais s'ils sont mis in pocket par Koulibaly et Niakhaté, ça va être difficile pour eux de sortir leur épingle du jeu. Mais pour moi, ça sera un match serré. Je mise sur le Sénégal logiquement, mais ce ne sera pas une victoire facile. C'est le cœur ou c'est la logique? Miser sur le Sénégal? Les deux. Merci les amis, en tout cas pour vos avis. Moi, je regarde un peu ces deux oppositions. Franchement, je vais dire très 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 difficile de pronostiquer parce que c'est des 4 équipes qui ont forcément de vrais atouts. Il n'y a pas beaucoup de faiblesses au niveau de ces différentes sélections-là. L'avantage, tu l'as dit, le Sénégal reste toujours à Tanger depuis le début de la compétition. Le Sénégal est à Tanger et il reste pour cette demi-finale. Le Maroc aussi, pareil, reste à Rabat. Est-ce que pour vous, ce sont des atouts, disent-elles, rester dans son stade, si j'ose dire, en guillemets, est-ce que c'est un atout? Oui, bien sûr. Dans ces compétitions-là, il y a tout qui compte, l'environnement. Et je pense que d'avoir ces repères, c'est très important pour un joueur de foot. Parce que on a les automatismes aussi sur le terrain, la pelouse. Et ça aide dans une compétition. Merci. Surtout que l'Égypte aussi, ils étaient à Agadir tout le début de la compétition. D'ailleurs, c'est comme ça qu'ils ont éliminé la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, ils les ont rejoints à Agadir. Ils les ont battus là-bas. De Marrakech à Agadir, effectivement, la Côte d'Ivoire s'est retrouvée sur un terrain nouveau. On va dire ça comme ça. On va basculer maintenant, les amis, dans la dernière rubrique de cette émission. Vous allez nous faire des pronostics, mais vraiment de très haut niveau. Je compte sur vous. Le bureau des pronostics. Alison, tu étais impatiente de pronostiquer. Je te donne la parole. Sénégal, Égypte. Alors, je vois l'Égypte passer. Prolongation 1-0. Je suis désolée. Tu t'es fait un ami ce soir. Mais moi, je le sens comme ça. J'espère me tromper, mais je le sens comme ça. Tu vois ça aux prolongations? Je vois ça aux prolongations. Je vois que c'est un match... en tout cas, ça ne se jouera pas à plus d'un but d'écart, ça c'est certain. Et dans l'autre rencontre, moi, je vois le Nigeria passer. Donc Maroc-Nigeria, tu vois le Nigeria passer? Maroc-Nigeria, je vois le Nigeria passer. Donc on est potentiellement pour toi dans une finale Égypte-Nigeria. Bon. C'est enregistré, C'est enregistré, j'assume. Disent-elles. On va commencer par Sénégal-Égypte. Sénégal-Égypte, victoire 1-0 du Sénégal. 1-0 du Sénégal? Oui. Sec? Ouais, 1-0 du Sénégal. Maroc-Nigeria. Toi, tu as un ami, la vie, là. Maroc-Nigeria. Maroc-Nigeria, 2-1 pour le Nigeria. Ils vont se qualifier. 1 pour le Nigeria, ouais. D'accord. Sec aussi. Ouais. Bon. Ousmane. Moi, je mise Sénégal-Égypte.
2-1. Donc, moi, je veux le journaliste qui parle, hein. Je ne veux pas le supporter, le journaliste qui parle. Oui, le journaliste, il parle parce que voilà, il connaît un petit peu aussi voilà, ses forces et faiblesses de ces deux équipes et surtout voilà, cet ascendant psychologique. Je dirais 2-1 pour le Sénégal. Ça sera compliqué. Peut-être même on peut assister à une ouverture du score de la part de l'Égypte. Mais ça sera serré, une victoire 2-1 pour le Sénégal. Maroc, Nigeria. 2-1 pour le Maroc. Non, pour le Nigeria. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Non, tu veux tellement le 2-1 pour le Sénégal que tu t'emmêles les pinceaux. Non, pour le Nigeria. 2-1 pour le Nigeria. Oui. D'accord. Donc pays organisateur éliminé pour toi. Exactement. Tu vas te faire des amis marocains. Mon cher Léo, boucle la boucle. On va commencer par Sénégal-Égypte. On ne s'est pas concerté avec Alisson avant le début de l'émission, mais je vois exactement la même chose qu'elle, avec une victoire 1-0 de l'Égypte en prolongation. Et j'irais même jusqu'à te donner un Mohamed Salah buteur. Waouh. Parce qu'il a marqué à plusieurs reprises durant cette CAN, sans forcément briller, mais toujours placé là où il le faut. À l'intérieur de cette opposition, on a Mohamed Salah, Sadio Mané. Hein. Et je pense que Mohamed Salah va encore sortir de sa boîte pour ces demi-finales. Et désolé Ousmane, mais... Mais l'autre fois, c'était Sadio Mané qui avait gagné déjà. Tu es au courant? Je le suis, mais... Il peut récidiver. Hein. Là, j'ai une impression contraire à ça, ouais. Malik. Maroc, Nigeria. Je pense, comme mes trois collègues, que le Nigeria va éliminer le pays hôte sur le score de 2-0. Vous voulez mon pronostic? Bien sûr. Moi, je ne sais pas comment est-ce que le Maroc peut laisser passer cette coupe. Moi, je ne sais pas. Moi, je vous le dis. Je m'arrête là, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais je pense que cette coupe, je pense qu'elle restera au Maroc. Je le sens comme ça. Tout est fait pour. Hein. Je le vois comme ça. Merci en tout cas d'avoir été dans Faux Foot, les amis. Alisson, merci beaucoup. Merci. Tu reviens quand tu veux. Bien sûr. Merci pour ton éclairage, pour tes lumières. Qui a dit que Alisson n'était pas calé en foot? Elle avait ouvert le bal en introduction. Qui a osé. Là, on peut l'applaudir, hein, les amis. Quand même. Bravo, Alisson. Je l'applaudis aussi. Alors, merci Lucas. Merci Lucas depuis Rabat. Merci Léo. Merci Malik. Merci Distel. Merci à toi. Ousmane, merci beaucoup. Et puis on va suivre ça de très très près. On va se retrouver vendredi pour un spécial Afro-Foot pour la finale naturellement. Et on va revenir aussi sur le contenu de ces demi-finales. Excellentissime soirée. Salut.